Bonne année 2026 à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce matin. C'est la première sortie de cette année, cette nouvelle année sur For You Media Africa, votre émission For You Matin. Alors que les violences s'aggravent dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa hausse le ton contre l'Union africaine lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité du côté d'Addis Abeba. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kawikwamba, a dénoncé l'attentisme de l'Union africaine face à une crise sécuritaire et humanitaire majeure, pointant ainsi la récente attaque d'Ouvira attribuée à l'AFCM 23. La RDC accuse l'Union africaine de rester dans la retenue alors que sa souveraineté et la stabilité de toute la région des Grands Lacs sont directement menacées. Nous allons bien sûr commenter cette actualité, cette sortie de la représentante de la République démocratique du Congo. Et puis, le thème principal face à l'élargissement par Washington de ces restrictions de visa à plusieurs États africains, des pays également du Sahel ont riposté par des mesures de réciprocité. Le Burkina Faso, le Mali également ont annoncé qu'ils appliqueront aux citoyens américains des conditions d'entrée équivalentes à celles imposées à leurs propres ressortissants, y compris l'interdiction de délivrer certains visas et l'impossibilité d'entrer dans leur territoire dans les mêmes conditions qu'auparavant. Il faut rappeler que quelques jours avant, c'était bien sûr le Niger qui appliquait ce principe face aux États-Unis. Eh bien, cette décision diplomatique intervient donc dans un contexte de tension croissante avec les États-Unis sur les politiques migratoires et les critères de mobilité internationale. Nous allons bien sûr analyser cette autre actualité, la commenter, parce qu'il faut également le rappeler. D'aucuns estiment que les États de l'AES n'ont pas assez de coups des franches pour tenir tête face aux États-Unis. Nous allons prendre bien sûr l'avis de nos invités à ce propos. Très bonne année à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On vous souhaite très bonne et heureuse année 2026. Meilleurs vœux, bien sûr, à vous tous, chers téléspectateurs. Merci infiniment de votre fidélité à For You Media Africa. Nous savons que vous êtes scotchés et nous espérons que les fêtes se sont bien déroulées de votre côté. D'ailleurs, elles se poursuivent parce que nous sommes vendredi, demain c'est le week-end. Je pense qu'elles vont se poursuivre. En tout cas, le combat également se poursuit parce qu'il faut le rappeler, les États de l'AES, c'était d'ailleurs la veille du Nouvel An, que l'on apprenait justement que les États, le Burkina Faso et le Mali ont décidé également d'appliquer le principe de réciprocité vis-à-vis des États-Unis. Laissez-moi vous présenter le panel de ce matin. Le docteur Issoussé sur ce plateau. Bonjour et surtout, très bonne année, docteur Issoussé. Merci d'être là. Merci, Manuela. Bonne année à toi également. Merci. Et à tous téléspectateurs. Bonne année, n'est-ce pas, à Déné avec qui je suis sur le plateau. Bonne année à tout le directoire de For You. Vous savez que le principe de réciprocité est un principe, n'est-ce pas, qui a pour essence la Bible. Et nous y reviendrons. Nous pouvons juste féliciter cette bonne année de certains États courageux et vaillants africains qui sont pour nous aujourd'hui une sorte de fer de lance, d'exemple, de modèle, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, ici appliquer aux États qui hier pensaient qu'ils étaient intouchables. C'est là démontre en suffisance que la tête tourne. Oui. La tête tourne, c'est, n'est-ce pas, une notion qu'on nous a appris, pas que ce soit la translation de la terre,
n'est-ce pas, dans le cadre de la géographie, Oui. mais qui s'appliquent au quotidien. Très souvent, on dit que ces notions-là sont des notions divines qui s'appliquent au quotidien. Celui qui est pensé qu'il était fort et pouvait, n'est-ce pas, installer ou, n'est-ce pas, utiliser sa force pour mater l'autre, comprendre que l'autre aujourd'hui s'est réveillé et lui dit que les choses ne sont plus comme avant. Mais plus encore, je voudrais saluer tous les Camerounais. Je voudrais en particulier saluer les Camerounais de la fonction publique comme moi, qui, n'est-ce pas, ont de ce legs, n'est-ce pas, colonial, pensaient qu'aujourd'hui était un jour fermé. C'est-à-dire, ils ont installé dans leur esprit un pont qui n'existe pas et n'iront pas au travail. Ils n'iront pas au travail parce que quand vous avez fait l'expérience d'arriver ici ce matin, vous vous rendez compte que c'est fermé partout. C'est fermé partout. Alors, si les administrations privées sont encore fatiguées, à plus forte raison, mes frères, les fonctionnaires qui ont disparu des bureaux, il faut le noter depuis mardi de la semaine dernière. Oui. Et ils se sont imposés deux bonnes semaines de congé. Je ne sais pas à titre de quoi et au nom de quoi les Camerounais n'iront pas au travail. Nous voulons juste les féliciter et les faire comprendre que nous sommes dehors, nous sommes en train d'aller au travail, nous sommes même déjà au travail. Alors, c'est des très mauvaises habitudes, n'est-ce pas, lesquelles nous devons nous débarrasser aussi vite, n'est-ce pas. J'ai commencé à le dénoncer la semaine dernière. Il y a un temps, et dans l'administration, c'est alternatif les congés, le départ en congé. On n'est pas, je le disais encore, comme le Rwanda, comme l'Angola, où il y a une période bloquée où tout le personnel de l'administration, sauf ceux qui vont assurer le service continu, vont en congé. Non, ici, on veille à ce que si vous êtes dans un service à 4, que vous allez en congé, n'est-ce pas, le long de l'année différemment. Mais quelle est cette histoire que dès qu'on tombe, comme la semaine dernière, n'est-ce pas, au 23, mardi le 23, les gens sont partis. Toutes les administrations sont fermées. Et les usagers ont besoin des services qui n'existent pas. Et pour avoir le service, il faut avoir le numéro de celui-là. Et quand vous avez son numéro pour qui se déplace, il dit qu'il faut payer son transport. En réalité, son transport, c'est l'argent des fêtes dont ils font exprès pour estorquer, n'est-ce pas, les usagers. Et Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes chef du gouvernement, n'est-ce pas, il est bon de revenir au temps, je crois, des frères Minoni qui combattaient ce phénomène, qui combattaient le phénomène de retard, sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a pas obligation de résultat dans la fonction publique parce que c'est le travail de tous les Camerounais et c'est l'argent de tous les Camerounais. Un tant soit peu un pays qui se veut être, qui veut se développer, un pays qui se veut être sérieux, il faut se débarrasser de ces mauvaises habitudes coloniales. Merci à vous, docteur Essoussé. Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, le monsieur Albert Anatole ici. Merci d'être là. Bonjour. Bonne année à vous, Madame Siké. J'ai dit bonjour, bonne année à monsieur Essoussé. Je n'aime pas beaucoup mettre les titres. Parce que dans notre combat, il n'y a pas de titres. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de docteur. Nous sommes tous au même niveau de combat. Je dis bonne année à tous nos téléspectateurs, téléauditeurs. Je dis bonne année à toute l'Afrique. Je n'oublie pas l'automanagement. N'est-ce pas? Il faut surtout que cette année soit l'année des réalisations, de concrétisation, n'est-ce pas, des objectifs de notre combat. Les objectifs, nous les connaissons. Nous mettons généralement en perspective les questions de souveraineté. Je crois que ça va revenir tout à l'heure dans la thématique principale. Les objectifs de souveraineté, les objectifs d'indépendance totale, indépendance politique sans ingérence française ou de la France-Afrique, indépendance économique, autant pour moi indépendance économique, indépendance diplomatique, parce que nous devons pouvoir décider de ce que c'est que notre diplomatie,
auprès des instances internationales et non se faire représenter par des porteurs de plumes. Indépendance financière et surtout indépendance monétaire, parce que c'est notre cheval de bataille, cette indépendance monétaire, parce que nous utilisons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Ouais. Qui n'est pas la nôtre. L'indépendance sécuritaire, je crois que nous allons en parler tout à l'heure à vous niveau de la thématique d'accueil. Partout, le bloc américano-occidental allume, n'est-ce pas, des fortes tensions sur le continent africain, mais ils viennent par la suite jouer les sapeurs-pompiers. Merci pour l'invitation. Merci à vous, monsieur Aïssi. Eh bien, le décor est planté, chers téléspectateurs. Nous allons donc directement aborder justement la thématique d'accueil qui nous envoie du côté de la République démocratique du Congo. Il faut également déjà le rappeler, la RDC a donné un ultimatum ils ont parlé du Rwanda, parce qu'on le sait, la RDC accuse le Rwanda d'être derrière le M23 et donc on demandait à ce que le Rwanda se retire de leur territoire, bien sûr via les rebelles ou alors le groupe du M23. Eh bien, Kinshasa a de son côté une fois de plus haussé le ton contre l'Union africaine. On parle d'un mutisme qui ne s'explique pas face à la situation de ce côté-là, le Rwanda qui est lui accusé, de son côté Kigali également, qui se défend et refute le fait qu'il soit derrière ou alors qu'il coopère avec les rebelles du M23. Nous en parlons donc bien sûr ce matin. L'Union africaine interpellée, Kinshasa qui hausse le ton, docteur Essoussé. Est-ce que cela peut changer ou va changer quelque chose à votre avis aujourd'hui, alors que Kinshasa décide d'interpeller directement l'Union africaine et de mettre l'institution face à ses responsabilités? Au fait, la question posée ainsi, c'est vrai, peut être répondue directement. Oui. Mais je voudrais, n'est-ce pas, m'atteler à deux grilles de lecture à cette question. Oui. Dans le principe, n'est-ce pas, une interpellation ainsi dans le cadre diplomatique devrait amener à bouger les lignes. Si l'interpellation est sérieuse et tient plusieurs preuves, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut noter que ici nous sommes dans une sorte de montage cinématographique à caractère théâtral. Pourquoi je le dis? Parce que vous remarquerez que les autorités de la RDC face à cette situation ont une attitude de vouloir toujours chercher le bouc émissaire, de vouloir toujours monter dans des accusations. Pourtant, véritablement, ils connaissent le problème et ils savent comment il faut attaquer le problème. Je le dis soit dans le cadre de la diplomatie, les questions, n'est-ce pas, militaires ont des réponses militaires. Les questions diplomatiques ont des réponses diplomatiques, des questions politiques ont des réponses politiques et bien d'autres nous pouvons citer. Donc, il est mal pour ma part de savoir que un problème comme ce qui oppose la RDC, n'est-ce pas, à toutes ces rébellions via le Rwanda, voilà, au Rwanda via ces rébellions, est une question militaire. Et c'est une question, n'est-ce pas, sur laquelle la RDC ne devrait pas tarder, parce que en face, ça il faut le dire, le Rwanda n'est pas un État, quel que soit le poids qui peut peser de manière à nuire ce géant qu'on appelle la RDC. La RDC, oui. Soit s'il n'arrive pas à le faire, soit il y a un problème en interne. Et c'est ça ma position face à ce problème. Le problème de la RDC est un problème en interne en RDC. Alors, maintenant, ça, c'est ce que je tiens comme première grille de lecture. Deuxième grille, c'est que il faut noter que la RDC révèle, n'est-ce pas, au monde entier et notamment à l'Afrique, que l'Union africaine n'est pas une organisation sérieuse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand nous voulons parler, n'est-ce pas, de l'Union européenne, nous parlons de l'Union africaine. C'est-à-dire, quand vous voyez les agissements de l'Union africaine, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, du microscope
pour discerner que ici, c'est l'Union européenne qui est en train d'agir. Parce que l'Union africaine, qui est une organisation africaine, il faut déjà le dire, quand on va sur le fond de la chose, les financements de l'Union africaine, à 95%, sont l'émanation de l'Union européenne. Ouais, et sur le plan du fonctionnement, l'Union africaine ne siège pas si l'Union européenne n'a pas donné son aval. C'est-à-dire, il faut que l'Union européenne soit présente. Alors, quand vous regardez donc maintenant sur le plan, toujours sur le fond, mais dans des aspects, n'est-ce pas, apparents, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs crises en Afrique. L'Union africaine ne se prononce pas. C'est-à-dire que la première organisation qui devra être en train de se prononcer et prendre des mesures pour résoudre, n'est-ce pas, les problèmes, n'est-ce pas, selon la charte qu'elle s'est fixée, n'est-ce pas, que ces États de l'Union africaine se sont fixés, vous vous rendez compte que l'Union africaine est souvent muette. Et parfois, quand elle se prononce après que l'Union européenne se soit prononcée. Et naturellement et généralement, ces avis, n'est-ce pas, vont dans le sens de l'Union européenne. Et on se demande donc, qu'est-ce que cette Union africaine véritablement? Que cache l'Union africaine? Parfois, c'est une théâtralisation telle que l'Union européenne fait semblant de se prononcer en abscisse et demande à l'Union africaine de se prononcer en ordonnée pour qu'on ait une sorte de contradiction, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Quand on passe au fait, on voit que même quand cette Union africaine se prononce, quand il faut agir, elle n'agit jamais. Et on se pose la question de savoir, l'Union africaine nous sert à quoi véritablement? Moi, je suis de ceux qui pensent que, de même qu'on était parvenu à dissoudre la SDN parce que elle avait, et sur le plan opérationnel, c'était un échec total de l'avoir, et qu'aujourd'hui, les Nations Unies même, qui ont succédé à celle-là, sont un grave échec plus que la SDN. Nous pensons que ces Nations Unies, et c'est vrai que sur le plan opérationnel, on est en train de dissoudre les Nations Unies avec la montée de certaines organisations comme les BRICS. Ça, il faut déjà le noter. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut dissoudre l'Union africaine. Le passage de nom là, c'est-à-dire OUA, UA, on ne sert à rien à l'Afrique. On ne peut pas compter. Il faut une réelle refondation. De l'Union africaine. Oui, carrément. Refondation, même pour moi, il faut la dissoudre. Quitte à ce qu'on mette une organisation sur pied, celle-là qui est plus opérationnelle, plus présente et, n'est-ce pas, navigue pour les intérêts de l'Afrique. On ne peut pas admettre que un problème comme celui de la RDC qui est contre le Rwanda, qui perdure depuis des décennies aujourd'hui, que l'Union africaine continue à jouer, n'est-ce pas, à un mutisme à nul autre pareil, et que l'Union africaine n'agisse pas, n'est-ce pas? Voilà deux frères africains qui se bagarrent, n'est-ce pas, à travers le monde, au vu et au su de tout le monde, en utilisant les moyens conventionnels et non conventionnels, et que vous avez une organisation qui est là, qui n'est pas loin de vous, qui ne puisse pas arranger ce problème. Et ça, moi je dis, nous avons pris notre fouet, nous sommes allés le donner, n'est-ce pas, aux étrangers, et ils nous fouettent, nous pleurons, pourtant c'est nous qui sommes allés prendre ce fouet. Et certains enfants de la maison en interne se plaignent de cela, qu'il n'y a pas de solution, pourtant parce qu'il y a des traîtres dans la maison. Donc, la RDC, légitimement, est dans son bon droit d'accuser le mutisme ou alors le jeu double de l'Union africaine, mais je dis, même tant qu'elle est dans son bon droit de le faire, il faudrait qu'elle-même soit sérieuse et sache ce qu'elle veut en réalité. On a toujours un exemple, c'est que le Kabila fils a eu à faire. En 2 semaines, il avait marché complètement sur le M23. Le M23 était obligé de capituler. Donc, ça veut dire que la RDC a des moyens militaires pour attaquer cette rébellion qui sévit sur son territoire et est en train de gagner du terrain
en dépit de tout ce qui est allé se faire tous ces accords États-Unis. Ces accords peuvent bien se passer. Pendant même que les accords se faisaient, nous savons que sur le terrain, il y avait des attaques, n'est-ce pas, la rébellion du M23 gagner le terrain, mais vous avez une diplomatie, n'est-ce pas, le président Tshisekedi, moi j'ai souvent, au fait, pour ma part, Tshisekedi n'est pas un homme d'État, c'est vraiment encore qu'on oublie ça. Il a peut-être rêvé être là, il est arrivé, mais nous sommes désolés de le dire. Il a reconnu, c'est-à-dire une rébellion qui met en mal votre stabilité, n'est-ce pas, votre cohésion sociale, mais vous allez dans une tribune internationale la reconnaître comme une entité politique. Mais alors, c'est très grave. C'est très grave, ça veut dire que vous-même vous légitimez d'une manière ou d'une autre ce qui se passe, et depuis vous êtes dans la recherche, n'est-ce pas, je ne sais pas ce qui cherche. Tantôt on accuse Kabila, tantôt on accuse Kagame, tantôt il y a l'autre, le président tout puissant de Mazembe. Donc vous voyez, c'est Katumbi, c'est quoi, c'est Katumbi. Tantôt on accuse, ça dit on ne sait véritablement pas. Vous rappelez que à un moment, quand Corneille Nangaa avançait ses bêtises, qui sont des réalités, mais je dis ces bêtises parce que c'était un rebelle, il faut le dire. Il est allé jusqu'à dire à Mondio Vision que c'est lui qui a placé Tshisekedi au pouvoir, et il peut décider de ce que et de quand, de comment il saute, à quel moment il saute. Et Nangaa est encore dehors, vous êtes au pouvoir, vous avez l'armée. Un temps, l'état-major a dit, donnez-nous le OK, on attaque la rébellion. C'était monter, descendre, on partait en Belgique, on arrive en Arabie Saoudite, on pleurniche sur toutes les tribunes, on va en Allemagne. J'ai dit, il faut arrêter cette mascarade. Le problème n'est pas les plaintes ou alors les accusations qu'on peut avancer contre une organisation comme l'Union africaine. Le problème ici, c'est qu'est-ce que nous-mêmes on fait en interne pour mettre fin au maximum à ce conflit qui a déjà mis fin à la vie des millions de Congolais. Ici, on n'est plus au millier, des millions de Congolais sont déjà morts, ils sont à mal. Parfois, nous autres, nous pouvons parler comme nous parlons ici dans les médias, mais pour ceux qui sont allés sur place, cette situation est alarmante. Quand vous allez dans ces régions-là, le nord ou le sud Kivu, c'est une grave désolation. Vous vous rendez compte de ce que même les soldats, n'est-ce pas, des missions internationales en poste avancé, quand il faut réagir, c'est les ordres viennent parfois du gouvernement qui vous demande de ne pas réagir face aux attaques du M23. Vous avez des soldats à Mondio Vision qui capitulent, étant joyeux, parce que il y a la capitulation, n'est-ce pas, étant triste parce que vous n'avez pas eu autre issue que celle-là, comme on voit dans la guerre russo-ukrainienne. Mais ici, vous avez des soldats, n'est-ce pas, de l'armée républicaine congolaise qui capitulent devant une rébellion, étant joyeux, en fêtant avec la rébellion. Ça veut dire que le mal est en interne. Le mal est en interne et bien sûr la solution, comme on a l'habitude de le dire sur ce plateau, est forcément et certainement en République démocratique du Congo. Monsieur Aïssi, l'Union africaine qui est donc interpellée, on connaît votre position face à notre institution panafricaine, mais Kinshasa, en haussant le ton, semble bien sûr compter sur l'intervention de l'Union africaine qui, selon la RDC, reste muette et pourrait pourtant faire quelque chose pour mettre un terme à cette guerre. Kinshasa a retrouvé de la voix alors pour hausser le ton. C'est une question essentielle. C'est-à-dire qui est à fond et amorphe devant une petite rébellion a retrouvé de l'énergie pour hausser le ton contre, n'est-ce pas, l'Union africaine. C'est une mauvaise blague, Madame Siké. Et puis, comme vous le savez, l'Union africaine, j'aime pas trop en parler pour raison que vous savez. L'Union africaine a pour vocation, sur le papier, de promouvoir l'unité, l'intégration politique, l'intégration socio-économique, tout en défendant les valeurs de souveraineté et surtout des libertés.
Est-ce que, dans cette petite définition que j'ai faite de l'Union africaine, le contexte, est-ce que cette définition sied au contexte congolais? Du tout. Du tout. Vous avez un sacré bordel que Israël est en train de foutre du côté de Somaliland. L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Du tout. Rien. Nous avons une question historique qui n'est pas toujours résolue. Nous parlons ici des frontières coloniales. Je parle de l'intangibilité, surtout l'intangibilité des frontières coloniales. Hérédité de la colonisation, il faut mieux utiliser ce mot-là pour que les téléspectateurs comprennent ça. Ça devrait être un chantier majeur. Parce que l'intangibilité des frontières coloniales adoubées par l'Organisation de l'Unité africaine, lancée de l'Union africaine, avait vocation, je parle d'intangibilité, avait vocation à stabiliser les pays africains pour éviter les conflits territoriaux, pour éviter les agressions entre les États. Mais nous voyons tout le contraire. À quoi ça sert l'Union africaine? Rien du tout. Maintenant, pour revenir, quand j'ai dit, parlons des choses importantes. Quand nous parlons de choses importantes, au risque de me répéter, Madame Siké, un chef d'État qui a reçu le mandat de son peuple ne fait pas ce que Tshisekedi est en train de faire. C'est-à-dire passer le temps à bavarder, à se victimer. Il n'est pas dans la posture d'un chef d'État. Par ailleurs, le commandant en chef de son armée. Ce n'est pas la posture d'un homme d'État, ça. Ça va certainement choquer certains Congolais, ce que je vais dire, mais c'est vrai. Un chef d'État, il tape du poing sur la table, il règle ses problèmes. Il n'a pas été élu pour pleurnicher, pour gaspiller l'argent des Congolais à aller à Paris, aller à Washington, aller signer des accords avec des mercenaires américains. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un chef d'État qui est commandant en chef de son armée, quand ça ne va pas, il donne. Il donne les moyens à son armée pour faire le job. Parce que l'armée, c'est le dernier bouclier d'un État. C'est ça l'armée, c'est ça le rôle de l'armée. Quand le territoire est attaqué, l'armée prend ses responsabilités, Madame Siké. Et ce que nous vivons depuis des années du côté de Kinshasa a une solution à la fois militaire et politique. D'abord militaire pour éviter qu'on multiplie, n'est-ce pas, des annexions de territoire, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. C'est à cela que c'est l'armée. C'est-à-dire, un peu comme nous vivons du côté du Cameroun si vous appelez les sécessionnistes, c'est parti, je ne sais pas quel est le bon terme qu'il faut utiliser là-bas. Il y a tout n'importe quoi de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai la peine de définir. Désormais, ce sont des criminels de guerre. Au nord ou au sud-ouest. Il n'y a plus de revendications qui vaillent. Puisque, c'est une parenthèse, puisqu'ils enlèvent, ils agressent, ils tuent les populations qui prétendaient protéger au départ. Ils les enlèvent, ils les enlèvent et ils les libèrent contre rançon. Quelquefois, quand ce n'est pas possible, ils les assassinent tout simplement. Donc, nous ne sommes plus dans une posture, dans une dynamique de revendication politique de ce côté. Du côté de Congo, nous avons deux groupes armés. Je ne compte pas des groupes résiduels. Je parle des groupes armés majeurs, soutenus par un État qui s'appelle le Rwanda, plus l'Union européenne et les Américains. Et monsieur Tshisekedi, qui est du génie, qu'est-ce qu'il trouve? Aller signer des accords de mercenariat avec les États-Unis, c'est-à-dire avec Trump. C'est-à-dire ressources stratégiques contre la sécurité, un peu comme pétrole contre nourriture en Irak. Ce monsieur, c'est notre criminel que vous appelez George W. Bush. C'est ça qui est la question. Donc aujourd'hui, quand vous dites que l'Kinshasa hausse le ton vis-à-vis, n'est-ce pas, contre l'Union africaine, je me dis c'est pour faire quoi? L'Union africaine a déjà résolu quel conflit sur le continent africain? L'Union africaine a quel poids politique? L'Union africaine a déjà respecté lequel de ses engagements? C'est mauvais. C'est de la distraction, Madame Siké. Je me répète, la solution à la situation congolaise se trouve au Congo.
Ça ne se trouve pas en dehors des frontières congolaises. Multipliez autant de rencontres que vous voulez, à Washington, à Paris, à Londres, Bruxelles, tout ça. La solution, ils vont revenir là où ça doit être. Là où la solution se trouve, ça se trouve au Congo et avec les Congolais. Vous ne pouvez pas intégrer dans un conflit interne les éléments extérieurs qui sont en réalité le problème. L'Union africaine, c'est un problème. Vous appelez institution quoi? Panafricaine? C'est l'institution panafricaine, bien sûr. De nom, oui. D'abord, ça n'existe même pas. L'Union africaine, vous parlez de l'Union africaine, franchement, je suis très embêté quand je prononce ce mot-là. Je suis très embêté. Pendant qu'on y est, où est passé le Parlement panafricain? Alors, quelle était sa vocation? Vous voyez donc que rien ne marche. Nous sommes dans une usurpation pure et simple. Cette situation serait risible s'il n'y avait pas des millions de morts depuis des années. C'est une affaire qui dure depuis plus de 30 ans. Et vous avez là-dedans une mission des nations de l'ONU. Oui, la MONUSCO. Qui fait quoi? Qui va faire des business? Vous avez des aéronefs, les chars ou les tanks de l'ONU, estampillés ONU, qui vont faire du trafic de matières premières de ce côté. C'est connu. Il y en a même qui vont faire des enfants, des bâtards de ce côté-là. Vous en avez les éléments de cette affaire-là. Ils servent à quoi là-bas? Et après, ils ont, pour ne pas arranger les choses, ils se sont donné le droit, arrogé le droit de proroger leur mandat. Pour quel résultat? Un chef d'État qui a été élu par son peuple, lorsque son pays est agressé, lui, en tant que commandant en chef, il réunit les officiers de son armée et mobilise les moyens qu'il faut. Les moyens logistiques, les moyens militaires, les moyens humains. Et ils font le job. C'est pour ça qu'ils sont payés, les militaires, pour faire le job. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui sont mieux payés que les militaires congolais. C'est quoi la logique? C'est-à-dire que vous allez chercher les mercenaires romains que vous payez rubis sur ongle est plus cher que les militaires, alors que la solution se trouve au sein de votre armée. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une courante pas possible. Une fois de plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez été sur cette thématique, parce que lorsqu'on en parle tout le temps, ça nous fatigue. C'est un peu comme ce que nous vivons régulièrement du côté de la République centrafricaine. Ouais. C'est important parce que, vous l'avez d'ailleurs rappelé, hein, il y a des millions de morts et il faudra, du moins nous avons l'obligation d'être aux côtés de cette population congolaise pour qu'elle ne soit pas oubliée et d'interpeller effectivement les autorités, les différentes autorités, que ce soit de la République démocratique du Congo ou encore du Rwanda, afin que ces derniers pensent à cette population aujourd'hui qui souffre depuis d'ailleurs des années. Eh bien, le thème principal de ce matin, nous allons du côté de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On en parlait déjà il y a quelques jours, la décision du président américain Donald Trump de restreindre les visas d'entrée sur son territoire ou alors de suspendre pour certains pays, bien sûr dans le monde et en Afrique de manière générale. Et parmi ces États africains, il y avait, il y a les 3 États de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Face à cette décision américaine, le Niger a directement répondu par la réciprocité. Eh bien, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les 2 autres États de la Confédération, le Mali et le Burkina Faso, suivent également le pas et opposent cette réciprocité aux États-Unis. C'est une actualité qui fait quand même beaucoup de remous et crée le débat. L'AES qui tient, en tout cas d'aucuns estiment que l'AES tient face, ou alors défie les États-Unis, mais est-ce réellement une défiance ou alors est-ce simplement l'expression de sa souveraineté, même si on aimerait aussi que nos invités peut-être commentent cette autre prise de position. Certains pensent que les États de l'AES n'ont pas assez de coudées franches, je vais le dire comme ça, pour tenir tête face à un géant entre guillemets tel que les États-Unis. Mais est-ce le cas? Et d'ailleurs, est-ce réellement le combat? C'est l'occasion d'ailleurs d'en parler sur ce plateau et de commenter la décision des États de l'AES. Docteur Essoussé.
Oui, tout à l'heure, je disais que le principe de la réciprocité était un principe, n'est-ce pas, diplomatique, ça il faut tout à le fait. dire, Oui. et très fondamental dans les relations entre les États. Et ce principe voudrait que, ou alors énonce que un État réagit, n'est-ce pas, face à une action ou un État est en réaction face à une action d'un autre État, mais juste que l'action soit proportionnelle ou alors la réaction soit proportionnelle à l'action menée. Ça, sur le plan diplomatique, c'est ça le principe plus simplement énoncé de la réciprocité. Maintenant, il faut dire que ce principe, n'est-ce pas, trouve tout son essence sur le plan, n'est-ce pas, historique, n'est-ce pas, dans la Bible, avec l'Ancien Testament, les tables de Moïse, les lois. La loi, l'une des lois de Moïse qui s'applique aujourd'hui au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tout à fait, tout à fait. Voilà l'essence même du principe de la réciprocité. Maintenant, ce principe s'établit sur le plan économique dans les affaires, c'est-à-dire un État me donne en réaction de l'action qu'il a menée, voici ce que je peux mettre lui donner tout à fait à sa disposition. Il faut dire que c'est-à-dire que quand on parle de la colonisation jusqu'à dans le néocolonialisme, ce principe a toujours été mal appliqué, ou alors ce principe a été appliqué pour abuser d'autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sur le plan économique, quelqu'un vous met à votre disposition un argent qu'il appelle des prêts. Pourtant, en réalité, c'est pas un prêt, c'est ton propre argent, n'est-ce pas, gardé là-bas. Et toi, tu lui ouvres les frontières, n'est-ce pas, l'exonérant des barrières, de la douane et des taxes douanières et tout ce qui va avec. Alors, ça, c'est purement de la duperie. Ce principe a souvent été évoqué même sur le plan diplomatique, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, ça a été des instruments de domination. C'est-à-dire que on peut agir, on peut vous interdire comme c'est là des visas, l'octroiement des visas, et vous deviez rester tranquille. Vous plutôt à retour, ce que vous deviez faire, c'est plutôt donner les visas aux ressortissants. Mais c'est ce qu'on a souvent vu, parce que ce n'est pas la première fois que les États africains sont sous sanctions, pas seulement d'ailleurs américains, il y a souvent ce type de sanctions et on ne voit pas souvent cette réaction. Voilà. Donc, généralement, ce principe s'est appliqué sur le plan proportionnel entre les États forts, non, entre les grands. Mais vous savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre, je le disais tout à l'heure, la Terre qui nous a dit un bouleversement avec une vitesse grand V, n'est-ce pas, de l'ordre des choses au niveau des relations internationales dans le monde. Il faut déjà dire que c'est parti avec le bouleversement, parce que je l'ai toujours dit, ça peut sembler bizarre, mais le pouvoir, il faut le dire, a plus une dimension ésotérique que physique. Ça, il faut que les gens le comprennent. 70% du pouvoir est... Quelquefois, nous parlons, nous dénonçons parce que c'est notre rôle, mais ces acteurs, quand ils arrivent, ils sont tenus par des lobbies qu'ils ne pouvaient jamais imaginer. C'est-à-dire qu'on soit dans nos États, qu'on soit dans tous les cas, vous pouvez remarquer que vous avez vu des gens comme Obama arriver au pouvoir très jeune, après un mandat, il était complètement essoré. Donc, et ça se vérifie, c'est-à-dire qu'il ne comprend plus rien de ce qui se passe. Donc, la dimension non ésotérique du pouvoir fait en sorte que vous verrez il y a eu un bouleversement de l'ordre des choses dans le pouvoir, dans le monde, parce que il y a eu des changements ésotériques. Vous avez aujourd'hui l'avènement d'un certain nombre de pratiques ésotériques, n'est-ce pas, dans le politique, dans la diplomatie. Il faut vous demander, c'est-à-dire que des pratiques qui sont parfois contre nature, inimaginables, vous voyez un peu. Donc, alors, ces bouleversements font en sorte que même au niveau de l'ordre politique applicable, c'est-à-dire que les notions au quotidien, il y a des bouleversements qui ne disparaissent. Non. Et aujourd'hui, on peut voir donc le principe prendre vraiment effet tel que il est énoncé. C'est-à-dire que
le faible d'hier, celui qui était considéré comme ne pouvant même pas parler, c'est-à-dire même la boisson du deuil ne pouvait même pas acheter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, se lever et lorsqu'il s'élève et il résiste, les autres disent que mais tiens, l'histoire là, qu'est-ce qu'on nous brandit? C'est qu'on avait même peur en réalité de quoi? Pourtant, est-ce que ce n'était pas partie du cercle, mais réussi quand même à tenir. Est-ce que ce n'était pas ce que nous avions appelé, vous savez, c'est les digi qu'on appelait le nom même approprié, mais vous voyez, c'est qu'on mettait dans les champs là. D'accord. On mettait une histoire comme ça dans le champ pour dissuader les oiseaux migrateurs, les épouvantails. Est-ce que ce n'était vraiment pas, merci, est-ce que ce n'était vraiment pas des épouvantails depuis qu'on nous brandissait? Mais en réalité, et vous voyez que l'AES emboîte le pas à l'Afrique du Sud qui a réagi. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux et l'AES emboîte le pas, mais plus durement. Parce que quand vous voyez la sortie des gars de l'AES, c'est non seulement un cours de diplomatie qu'ils font aux États-Unis, n'est-ce pas? Ils font en même temps un cours de géopolitique. Et là, ils révèlent même aux États-Unis leur nouvelle casquette en disant que ne pensez plus que les choses sont comme avant. Donc, et ils prennent des résolutions fermes applicables là. Vous avez vu, avant même d'arriver aux États-Unis, vous avez vu avec la France, avec les différents diplomates en service, c'est-à-dire qu'on a levé l'immunité de certains diplomates au niveau de l'AES. On les a demandé de regagner le chez eux. Les gars étaient déclarés persona non grata. C'est très fort. C'est très fort ce qui se passe. Alors, au nom de quoi M. Trump décide de ne plus offrir les visas aux ressortissants de certains États africains? Au nom de quoi? Si ce n'est des raisons farfelues. C'est pour ça que j'ai dit au nom de quoi? Ça veut dire que les raisons qui sont des raisons farfelues qui ne tiennent même pas la route sur le plan diplomatique. Parce que le monde n'est pas fermé. Le monde, il est ouvert. Et c'est ça les relations entre les États. Alors, vous êtes dans certaines organisations avec ces États, vous êtes liés par certains principes avec ces États, et un matin, M. Trump se lève, il décide qu'on n'ouvrira plus des visas à tous ces ressortissants. Donc, quand M. Trump, lui, il se lève un matin, ça dépend de comment est-ce qu'il a dormi. Il prend une résolution, il cite carrément, comme ça, une trentaine de pays à travers le monde, et d'un coup de tête, il change complètement tous les représentants les diplomatiques sans utiliser même les canaux diplomatiques. C'est-à-dire que justement cela, c'est en violation justement c'est-à-dire qu'au droit international, les relations, les rapports. Effectivement, parce que pour changer même un diplomate, c'est que beaucoup ne savent pas. Dans les principes, les canaux diplomatiques, je suis les États-Unis, je vais changer, n'est-ce pas, mon représentant au Cameroun. Je ne le fais pas d'un coup de tête, je consulte le Cameroun. Il est au Cameroun. Faisons très attention. Donc, le Cameroun ne devrait pas, dans le principe, être surpris du changement de ce dernier. Alors, M. Trump s'élève, les États sont surpris, les concernés sont surpris. C'est-à-dire que vous avez des gars qui vous disent qu'ils ont appris qu'ils ne sont plus en service sur les réseaux sociaux. M. Trump balance ça. M. Trump se lève un autre matin, il dit que les visas, il n'offre plus les visas. M. Trump se lève un autre matin, il dit carrément que les ressortissants de tel pays, il faut les ramener. Tantôt même, il dit que non, on les prend, on ne les ramène même plus dans les pays. Il peut négocier avec un autre État. M. Trump vous fait changer. Il change comme il veut. Alors, la réponse a été appropriée, la réponse a été scientifique, a été militaire. La réponse des États de l'AES respecte toutes les normes. Donc, si on vous parlez sur le plan normatif, respecte les normes. Et le principe donc de la réciprocité prend donc effet. Il dit d'accord, comme vous pensez, vous aussi, nous ne doyons plus des visas aux ressortissants américains. Encore qu'ils ont plus besoin. Et c'est ça qu'il faut noter. Ils ont plus besoin des États de l'AES que les États de l'AES n'en ont besoin d'eux. Parce que quand on a eu besoin d'eux, ils ont sémé plutôt la désolation et le trouble. Pourtant, eux, ils ont besoin de ces États à cause de leur sous-sol, à cause de leur intelligence et tout ce qui va avec. Donc, le principe est appliqué. Moi, ce que je dis de cette réaction, déjà, je l'ai fêté. Cette réaction-là, j'étais très joyeux. Alors, j'ai pris un bon verre de jus nature.
quand j'ai vu la réaction, n'est-ce pas, des États de l'AES, et j'ai prié Dieu dans ma chambre et les ancêtres que les autres États africains prennent le pas, nous verrons un peu la réaction de ces gens-là. Nous pouvons faire marcher ces gens et ils vont même marcher. Et justement, les autres États, hein, au-delà des États de l'AES, on rappelle que plusieurs autres États africains également sont concernés par cette mesure. On parle entre autres de l'Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Mauritanie, le Nigeria ou encore le Sénégal. Mais ces États n'ont pas réagi. Voilà. Il y a également la Sierra Leone, voilà, pour le moment, qui n'ont pas réagi. Mais les États de l'AES, eux, ont donc opposé, bien sûr, à Washington, le principe de réciprocité. Monsieur Haïssi. Écoutez, Madame Siké, je pense que je l'ai dit il y a quelques jours sur le même plateau, qu'en plus du principe de réciprocité qui a été évoqué tout à l'heure par M. Essoussé, je vous annonçais, je vous ai évoqué, n'est-ce pas, la fameuse convention de Vienne de 1961 sur les relations internationales. Oui. Notamment les relations diplomatiques. Et ces relations diplomatiques sont régies par le respect mutuel. Tout à fait. Si vous n'êtes pas capable de me respecter, j'applique l'attitude que vous avez vis-à-vis de mon État. Oui. C'est comme ça fonctionne. Il n'y a pas, c'est pas une question d'émotion. C'est une question de principe. Dans la motivation de cette décision de restriction totale ou partielle, M. Trump invoque quoi? La sécurité des États-Unis. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ce que M. Trump dit. Que les pays qui sont soumis à la restriction totale, tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, oui. le Soudan du Sud, le Soudan, l'Érythrée, la Somalie, entre autres. Maintenant, dans la sécurité des Américains, vous en avez qui sont frappés de restrictions partielles. Donc, vous avez, je parle du Sénégal, du Bénin, oui. Je parle du Nigeria, je parle de la Côte d'Ivoire. Restrictions partielles. Oui. Mais M. Trump oublie qu'il dépose sur le continent africain la racaille qui n'est pas capable, que lui il refuse. C'est-à-dire qu'ils sont des criminels, les narcotrafiquants. Et vous avez donc, sur le continent africain, des dirigeants qui acceptent d'accueillir cette racaille criminelle contre l'argent. Je crois que là, une fois de plus, nous avons un gros problème, Madame Siki. C'est-à-dire que, ok, gardez vos ressortissants chez vous, ne leur donnez même plus le visa parce qu'ils viennent menacer notre sécurité. Mais, en contrepartie, nous vous envoyons nos véritables criminels contre l'argent parce que vous êtes pauvres. C'est ça que ça veut dire, monsieur Essoussé. C'est ça le problème. Je crois qu'il faut saluer ici l'attitude des dirigeants de l'AES. Oui. Ça devrait être le principe partout. J'ai le sentiment que ces reptiliens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils pensent que, non, quand ils se lèvent, ils se couchent le soir, quand ils sont dans leur bureau, ils pensent que l'Africain, enfin, certains Africains se couchent le soir et le matin, ils se mettent à rêver d'aller aux États-Unis. Mais c'est pas possible, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Madame Sékou. Et je pense que là, il nous faut des dirigeants qui sont assez courageux. Et vous en avez qui sont entrés carrément sur la table. Vous avez le Tchad qui est également concerné par les restrictions totales. Je n'ai pas encore... Il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Et vous avez quand même là-bas un bureau du Pentagone, une base américaine. Tout à fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça devrait être l'occasion, de mon point de vue, de dire à la mission Trump que d'accord, au revoir, viens prendre ta racaille qui est chez moi avec tous les mercenaires qui reprennent la route, qui rentrent chez eux. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous allez imposer le respect. C'est ça qui est la question. Le respect n'est pas négociable. Vous avez... Les États-Unis ont mené des guerres contre certains États, ici, en Afrique comme ailleurs, au nom de quoi? Au nom du respect. Parce qu'ils estimaient que les dirigeants de ces pays ne les respectaient pas.
ne respectaient pas le dollar, ne respectaient pas les dirigeants américains, ils leur ont fait la guerre. Je parle ici d'Obama et je parle ici de W. Bush père et fils. Et ces gens, ils vous parlent, ils vous disent que il y a quelque chose qui ne va pas, Madame Siké, ça ne va pas là. Les questions de souveraineté, puisque nous en parlons, ne sont pas également négociables. Autant le respect mutuel n'est pas négociable, parce que c'est ce que c'est sur le respect mutuel parce que les relations internationales, notamment diplomatiques, sont régies par le respect mutuel. C'est ça le principe. Si à ce niveau, il n'y a pas de taille, il n'existe pas de taille qui existe, c'est-à-dire, je parle de taille, je parle de l'influence politique, géopolitique, diplomatique, non. Dès lors qu'un État est reconnu par le droit international, c'est-à-dire membre de l'ONU, il mérite qu'il soit respecté. Ce n'est pas une question de puissance militaire, ce n'est pas une question de puissance monétaire, ce n'est pas une question d'influence géopolitique ou stratégique. Il est membre, cet État est membre de l'ONU, d'accord, il doit être respecté comme tel point. Vous avez donc les États-Unis qui soutiennent l'imposture d'Israël à reconnaître le Somaliland. Et vous dit, et il y a quand même une contradiction qui est inacceptable, que je note là. C'est-à-dire, vous avez un pays qui a tout le temps exigé le respect, mais qui passe le temps, dont les dirigeants passent le temps à ne pas respecter les autres. Déjà, M. Trump, comment est-ce qu'il appelle les Africains? Les ordures. Les déchets. Non, d'abord, il a commencé par des ordures. Non, nous sommes nous sommes issus des pays de merde. C'est-à-dire que les Africains, selon Trump, sont de la merde. Quand il faut rappeler qu'il y a certains Africains qui sont qualifiés de déchets. Et qui donnent raison à monsieur Trump. Vous savez, nous avons parmi les Africains, vous en avez. Il y a un film qu'il faudra regarder, que je veux sujet de regarder, Racine, le film Racine, qui traitait de l'esclavage. Vous allez voir l'attitude de la psychologie de certains Noirs, ce qu'on appelle les Noirs évolués. Ils se considéraient ils étaient plus locodermes que les locodermes. C'est pour ça que vous avez aux États-Unis un Noir qui appelle notre Noir négro. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus évolués. Il est noir de peau comme vous et moi, mais il vous appelle négro. Parce que dans son subconscient de cerveau blanchi, il estime qu'il est plus blanc que vous. Donc c'est les mêmes nègres qui pensent que M. Trump, qui soit dit était suprémaciste, n'est-ce pas? Donc c'est un nègre qui pense donc que M. Trump a raison. Or, M. Trump c'est un raciste suprémaciste. Vous avez donc justement des nègres comme ça qui se prennent pour des locodermes. Et c'est-à-dire, ils ne vous diront jamais qu'ils aiment le ndolé. Ils vous diront qu'ils aiment du caviar. Alors que ce sont des bons nègres, nés chez vous, grandis chez vous, mais parce qu'ils ont grandi dans cet environnement, ils sont plus locodermes que les locodermes. C'est ça le problème. Donc, bref, il y a également dans toute cette dynamique-là des descendants de traîtres. Parmi il y a les descendants de traîtres. La preuve, c'est que vous en avez. Nous sommes constamment confrontés à ce type de comportement où les gens nous appellent des panafricains. Ils nous traitent de mauvais noms, des noms d'oiseaux. Mais par contre, ils capitalisent les résultats de notre combat. Quelquefois même, ils se revendiquent comme panafricains, tout en nous blacklistant ou en nous insultant. C'est un paradoxe. Bon, bref, il y en a qui vivent, il y en a qui se revendiquent d'être le Moïse, c'est-à-dire le Lumumba, les disciples de Lumumba, mais font tout le contraire du combat mené par Lumumba. Il y en a qui disent qu'ils sont sankaristes, mais font tout le contraire du combat que menait Sankara. Il y en a qui disent qu'ils sont les disciples de Oumyobé, mais font tout le contraire du combat que menait Oumyobé. Ils sont nombreux comme ça sur le continent africain, c'est-à-dire des imposteurs. Pour revenir à notre thème, je veux sortir par là. Je pense que M. Trump nous donne un peu les mêmes occasions, les mêmes possibilités que Jupiter nous a donné, nous a offertes. Si c'était même possible que Jupiter fasse un troisième mandat, on lui souhaiterait volontiers de briguer un troisième mandat. Comme ça, on va davantage multiplier ou démultiplier des révolutions, des véritables révolutions, je ne parle pas des révolutions de palais. Oui. On va davantage multiplier les révolutions sur le continent africain, les véritables révolutions qui vont justement libérer le peuple
à chasser justement ses collaborateurs, ses traîtres, mais surtout ses amis, leurs amis, qui passent tout le temps, n'est-ce pas, à servir leurs intérêts et à desservir les peuples africains. Merci. Merci à vous, monsieur Aïssi. On va donc aller au standard. Les numéros de téléphone sont déjà affichés au bas de votre petit écran à la maison, chers téléspectateurs. Appel direct ou appel WhatsApp au plus 237 693 58 96 68 ou encore le plus 237 683 20 96 91 ou par Skype for You TV. Et nous allons en Italie. Monsieur Ibrahim, bonjour, bonne année. On vous écoute. Oui, bonjour Madame Siké, bonjour à Papa Aïssi, bonjour à Papa Sasso. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nouvelle année. Je prie que For You Media grandisse plus pendant cette année 2026. Madame, je suis très content, comprenez-moi, de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour la thématique d'aujourd'hui, vraiment, moi, je maintiens toujours à ce que dit le doyen Aïssi depuis le début du problème du Congo. C'est-à-dire, madame, il n'y a pas, on ne doit pas tourner autour du tout. Pour le problème congolais, le doyen Sasso vient de le dire tout de suite, on ne doit pas tourner autour du tout. Il n'y a aucune personne derrière ce problème si ce n'est pas à l'interne, madame, le président même. Sinon, c'est impossible de comprendre ce qui se passe actuellement entre. Regardez ce qu'ils sont allés signer en Amérique. Vous êtes en train d'aller signer en Amérique un accord, et puis de l'autre côté, à Doha, ils sont en train de faire autre chose. Comment avec madame, il doit ouvrir les jeux et arrêter de le faire tuer parce que madame, beaucoup de sang qui est tombé au Congo. Il doit arrêter, franchement. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Prenons l'exemple sur l'AES. Madame, si l'AES faisait surtout le Mali, si le Mali faisait la même chose, ça pourrait aujourd'hui. Le Mali n'existe plus. Le Mali est déjà divisé parce que regardez ce qui les gens là. En fait, le Mali, c'est que tous ceux qui se disent rebelles, où ils se trouvent. Le Mali le sait, tout ça là. Alors, le Mali c'est tout. Donc, s'il arrêtait tout, si le Mali suivait ce qui se passait, il y a beaucoup de choses qui. Ça trouvait que le Mali a divisé vraiment, madame. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Sur le cas du Niger, le Mali, le Congo, comment dire, le Burkina et le Mali, c'est qu'ils ont dit. Pas autre chose, on va faire plus que ça. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout dire, les doyens ont tout dit. Donc, moi, je réalise ça. Tout africain, madame, ne comprend même pas. C'est-à-dire, c'est honteux même de prononcer le mot de l'Union africaine. Je vois des fois certaines familles qui glorifient l'Union africaine, mais nous savons pourquoi ils le font, parce que le Maroc n'est pas là-bas. Ils sont là à financer. Il y a cette guerre entre le Maroc et l'Algérie. Nous comprenons pourquoi ils pensent qu'ils font ça. Mais, madame, excusez-moi maintenant, mais vraiment, je suis très content de vous voir encore en cette année 2026 et je souhaite que vous soyez là plus grand, dans plusieurs années encore. Merci madame et bonne fête encore, bonne fête à tous. Merci madame. Merci à vous monsieur Ibrahim, très bonne et heureuse année 2026 à vous également. Merci beaucoup d'avoir appelé ce matin. Monsieur Basson en France, bonjour monsieur, bonjour, bienvenue, bonne année. Merci beaucoup Call Center. Bonjour Manuela, bonjour. Bonne et heureuse année 2026, une année de paix, de santé et de prospérité.
Recevez ici les bénédictions du Tout-Puissant. Je salue Parfait ici, les 3A, c'est pas Parfait ici que m'excuse, les 3A. Je salue le docteur Essoussé. Manuela, vous savez, lors de la nuit de Saint-Sylvestre, c'est pas le sujet qui est à l'ordre du jour, hein. Lors de la nuit de Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 décembre, j'ai essayé de parcourir les discours des présidents africains. Oui. En particulier ceux de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. J'ai remarqué quelque chose. Déjà, dans leur discours, aucun drapeau de l'Union africaine derrière ces présidents. Regardez bien quand ils font leur discours, aucun drapeau de l'Union africaine. Et deuxième chose, Manuela, quand ils font leur discours, ils ne parlent jamais de l'Afrique. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Et troisième chose, il faut dire ici, j'ai essayé de comparer les discours du président de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale, Manuela. Ici, il faut dire que les discours des présidents de l'Afrique centrale, c'était des discours les moins élégants et très décevants. Et ici, je voudrais féliciter les discours du président Ibrahim Traoré et celui du Sénégal, M. Diomaye Faye. Alors, la doléance que je voudrais faire ici, est-ce qu'il serait possible de nous faire une émission dessus, Manuela, pour voir vraiment qui a une vision pour le continent. C'est juste une doléance. Maintenant, en ce qui concerne le premier sujet, Manuela, ici, vous avez dû remarquer que la semaine dernière, ou les jours derniers, nous avons eu le discours d'un général en RDC qui instrumentalisait les ethnies de toutes sites de la RDC. Pourquoi je dis cela? C'est pour dire que ce qui se passe en RDC, moi ici aujourd'hui, je soupçonne les élites qui sont derrière. Parce que ce général, le discours qu'il a fait Madame Siké, ce n'est pas son rôle. Son rôle ici, c'est de ramener la paix en RDC. Il n'est pas là pour taper sur les ethnies. Il n'est pas là pour instrumentaliser les ethnies. Il est là pour ramener la paix, le calme. C'est ce pourquoi il est payé par le Congolais. Donc ces élites qui font ça, ici, ils méritent pour moi des sanctions les plus sévères. Il a été suspendu, ce n'est pas suffisant, mais il faut qu'il rende compte à la RDC. Monsieur Tshisekedi, aujourd'hui, s'il hausse de ton par rapport contre l'Union africaine, moi j'ai envie de dire ici, on a beau taper sur la RDC, mais quelque part, le Congo a raison, madame. Pourquoi il a raison? Parce que même si aujourd'hui les gens veulent la guerre, même après cette guerre, nous serons obligés de s'asseoir et de discuter. Il faut ici, aujourd'hui et maintenant, que l'Union africaine prenne ses responsabilités, qu'il apprenne à régler des problèmes en Afrique. Ce qui se passe en Afrique ne va pas être réglé ailleurs. La sécurité des Africains ne dépend que des Africains. Il faut qu'on comprenne cela. Si l'Union africaine n'est pas à la hauteur aujourd'hui, alors nous, le peuple, nous devons prendre nos responsabilités. On ne peut plus supporter cela. Les gens partent d'autres continents, on vient bombarder les pays africains, personne ne réagit. On prend les Africains dans le monde entier, on les expulse comme ça, on les dissémine un peu partout en Afrique, personne ne dit rien. L'Africain est maltraité partout, y compris sur le territoire africain. Donc, cela n'est plus supportable. Donc, la main tendue de la RDC à l'Union africaine, nous devons obliger celle-ci à régler les problèmes qui se passent sur le sol africain. C'est pas au Qatar, c'est pas à Washington, c'est pas à Paris qu'à chaque fois quand il y a moins de problèmes, on va se lever et aller là-bas. Non, ils ne sont pas là pour régler nos problèmes.
Ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Il faut le dire combien de fois? Donc, l'acte que la RDC a posé, moi, je trouve que c'est un acte salutaire et que, après quoi, madame, même après une guerre, nous serons obligés de s'asseoir et de discuter. Alors, si on peut éviter cela, on doit le faire. On doit le faire. Maintenant, la riposte de l'AES par rapport à l'interdiction de visa que Trump a imposée aux Africains, madame. Encore là, une fois ici, c'est parce que nous n'avons pas une Union africaine capable. Mais sinon, que l'acte que l'AES a posé, c'était un acte salutaire, madame. Que voulez-vous? Trump, aujourd'hui, en matière de diplomatie, si vous n'êtes pas fort, vous êtes complètement absorbé. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Moi, j'aurais souhaité ici que, au lieu que les 3 pays répondent, qu'il y ait une réponse collégiale en passant par l'Union africaine. Mais, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. La plupart des dirigeants que nous avons aujourd'hui, il y en a qui ont 92 ans, il y en a qui ont 80, 70. Ces gens ont connu, madame, ce qu'on appelle la colonisation. C'est-à-dire qu'ils étaient là avant l'indépendance. Ils ont vu des brutalités. Donc, ils n'ont pas envie de s'engager dans ce genre de choses. Et c'est ça qui nous bloque. Vous n'avez qu'à regarder les 3 présidents, comment ils réagissent. Par rapport à ceux qui sont là depuis fort longtemps. Ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas. Donc ici, la riposte collégiale de l'AES est une riposte salutaire et nous ne pouvons que les encourager et être derrière eux. Chère madame, une fois de plus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Excellente journée, monsieur Basson. Merci. Soutenir For You Media, c'est soutenir le combat panafricain. Contribuez maintenant. Soutenir For You Media, c'est soutenir le combat panafricain. Notre voix. Notre combat. Notre avenir. For You Media Africa is your media. It's our fight. It's our future. Vous pouvez contribuer à travers nos comptes PayPal ou Litchi. Merci infiniment à vous, Monsieur Basson, pour cet appel. Ce matin, nous allons poursuivre, je pense, au standard. On rappelle les codes d'accès qui sont affichés au bas de votre petit écran à la maison. Appel direct ou WhatsApp au plus 237 693 58 96 68 ou encore le plus 237 683 20 96 91 ou par Skype For You TV. Et on prend notre téléspectateur. Allô? Allô, bonjour For You Media. Bonjour monsieur, oui, bienvenue. Bonjour For You Media. Donc, veuillez excuser pour ma voix, je suis un peu allumé. Il n'y a pas de souci, on vous écoute. Alors, monsieur. D'accord. Donc, c'est pour réagir par rapport aux 2 thématiques de l'actualité. Oui. D'abord, concernant le problème de la RDC, je pense que les panélistes l'ont déjà dit et certains intervenants, le problème ne peut que se résoudre au niveau de la RDC. Et on sent un manque d'engagement de la part du président de la RDC qui ne pose pas les actes concrets. Parce qu'on ne peut pas signer des pactes avec des gens qui sont la source du problème que vous vivez depuis des décennies. Parce qu'on sait qu'ils sont derrière les ressources minières de la RDC qui, par ma foi, ont pratiquement tous les minéraux possibles qui existent dans le monde au niveau de leur sous-sol et qui se trouvent être toujours exploités. La population n'en profite pas. Au contraire, ils sont tout le temps massacrés, tués et dans la désolation. Aussi au vu de la fameuse Union africaine qui, pour moi, ne sert à rien. Il faut savoir refonder cette Union africaine. Pourquoi même pas la dissoudre pour que les États qui sont véritablement engagés puissent créer une nouvelle institution à l'image, pourquoi pas, de l'AES qui sera cette fois-ci vraiment plus vaste et qui concernera la majorité des pays africains pour pouvoir résoudre les problèmes africains à l'interne d'abord. Maintenant, si besoin il y a d'être soutenu par des puissances qui sont là pour véritablement aider les pays africains, qu'ils puissent accompagner
par, si possible, des matériels techniques, etc. Et par rapport maintenant à la deuxième thématique sur le fait de la réciprocité qui a été prise en compte par les pays de l'AES et qui a été notamment évoquée par l'Afrique du Sud, je pense que ce sont des exemples à suivre. Et ce sont des exemples qui nous montrent, et c'est là pourquoi les Occidentaux et les États-Unis font tout pour empêcher à l'AES de réussir. Parce que cela va donner une bonne image et dire à certains pays africains et certains dirigeants, et au-delà, toute la population africaine, que c'est possible qu'on peut tenir tête à ces gens-là, qu'on pense être des monstres, mais qu'en réalité, ce sont des humains comme nous et qu'ils ont d'ailleurs plus besoin de nous et ils ont peur de la population africaine. Ils ont peur du réveil de ce panafricanisme qui est enterré dans le cœur de certains Africains et qu'une fois qu'ils seront réveillés, cela va constituer un véritable déclin pour leur nation qui ont besoin plus des pays africains que nous avons besoin d'eux en réalité. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge toutes les ressources minières dont les pays occidentaux et les États-Unis ont besoin. Et c'est à saluer ici la donne du fait qu'il faut avoir à côté de soi un puissant. Et c'est à l'image de l'AES et de la Centrafrique qui se sont alliés à la Russie, qui aujourd'hui pèse d'un poids lourd. Parce que même s'il y a des résolutions qui doivent passer par, comment on appelle ça, l'ONU, on sait qu'ils ont un partenaire de taille, un allié de taille qui pourra à son tour bloquer ces résolutions-là qui, par le passé, ont fait couler beaucoup d'encre, comme le cas à la Libye, qui découle notamment de toute cette instabilité qui est là au sein du Sahel. Donc, je vous remercie. C'était tout ce que je voulais dire et je vous encourage beaucoup. Vraiment, c'est un média que je suis depuis très longtemps et c'est la première fois que je puis intervenir en direct. Donc, c'est M. Moustapha depuis Niamey. Ah, merci beaucoup, Monsieur Moustapha, depuis Niamey, c'est au Niger. Merci infiniment d'avoir appelé ce matin. On espère que vous reviendrez constamment. Merci infiniment, monsieur, et voilà, et bonne année à vous du côté de Niamey. Et on va rester au standard, Monsieur Marc, en France. Monsieur Marc, bonjour. Et toi, et à notre frère qui est sur le plateau. Et je voudrais dire aussi bonne année à tous. Bonne année à tous les techniciens de Forum Média, monsieur le directeur, tous les intervenants qui viennent chaque matin, madame Nalbaoui, que j'aime bien, et tout le monde. Et j'aimerais que d'autres intervenants même viennent encore pour parler de la technologie, de tout ce que nous devons faire, la formation professionnelle, le transfert de technologie et tout ça, parce que nous avons besoin maintenant des techniciens en Afrique, afin que nous puissions faire ce que nous appelons aujourd'hui la transformation de nos matières premières. Parce que quand nous formions beaucoup de gens en Afrique, alors nous allons résider sur notre continent et nous n'irons nulle part ailleurs. Il faut que ces grands techniciens qui sont aujourd'hui dans le monde reviennent. Donc, bonne année à tous, bonne année à tous ceux qui aiment l'Afrique. Et je voudrais ce matin parler principalement de ce qui se passe au Congo. Et aujourd'hui, vous voyez que M. Trump a pris la décision de pouvoir sanctionner des pays. Et vous, quand vous remarquez ces pays-là, d'autres, par contre, sont des pays qui sont devenus des pays narcotrafiquants. Là, nous les rejetons. Mais d'autres pays, c'est-à-dire qu'il a fait un amalgame de tout ce qu'il a dit. Et des pays qui sont aujourd'hui en train d'émerger, lui, il prend la décision aujourd'hui de les mettre de côté parce que dans ces pays-là, il ne peut pas aller prendre les ressources comme il veut. Et vous voyez le corridor de Lobito dont nous parlons. Nous devons, en tout cas, aujourd'hui, parler de cela, en tout cas sur vos antennes, afin que ce corridor-là, parce qu'il y a des matières premières du Congo qu'il va aller prendre pour aller développer ses industries aux États-Unis. Et c'est pour cela qu'il est en train de faire aujourd'hui la différence entre d'autres pays et d'autres pays.
Et tout ce qu'il est en train de se faire, nous devons saboter cela. Il faut que nos frères qui sont de ce côté de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est ou bien de l'Afrique centrale, puissent boycotter tout ce que M. Trump veut faire de ce côté. Parce qu'il n'aime pas les Africains, mais il aime les ressources des Africains. Lui-même ne sait même pas, il ne connaît même pas son histoire. L'histoire de l'Amérique, je crois que M. Trump ne connaît pas très bien. C'est nos frères, avec leur sang, qui ont développé l'Amérique. Mais nos frères noirs qui sont là-bas sont des gens qui sont marginalisés. Et cette marginalisation qu'il fait là-bas va venir jusqu'à nous en Afrique encore. Or, il ne sait pas que nous sommes au 21e siècle. Les temps vont changer. C'est pour cela que la réciprocité dont nos frères du Sahel sont en train de faire, tous les pays africains doivent avoir cette attitude envers les Américains. Parce qu'ils ne savent pas que leur puissance qu'ils avaient avant et qu'ils partaient sur tout le continent, ils ont mis les bases militaires, plus de 800 bases militaires sur le continent pour nous contrôler et ramasser, en tout cas les ressources comme ils veulent. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. S'il faut aller même, je veux dire quoi, à une bataille contre ces Américains-là, il va falloir que l'Afrique puisse se fermer et mener cette bataille-là contre eux. Et nous allons voir qui va, en tout cas, en pâtir. Parce que vos industries se développent par nos ressources. Et maintenant, il va falloir que nous-mêmes, nous puissions faire de telle sorte que nous puissions avoir des gains sur nos ressources. S'il ne veut pas le faire et qu'il croit qu'il va venir prendre ça gratuitement, nous ne pouvons pas lui donner. C'est pour cela que je voudrais dire à tous nos dirigeants du pays du Sahel, je voulais leur dire bonne année à tous et que cette année 2026, en tout cas que le combat continue. Et ce combat dans lequel nous sommes, nous savons que c'est nous qui allons gagner. Pourquoi? Parce que nous avons les ressources du monde. Si nous ne voulons pas vous donner, nous allons les laisser dans notre terre, faire la formation de nos enfants et nos petits-enfants afin qu'ils puissent développer nos ressources sur notre continent. Et d'ailleurs, tout ce que vous avez, tout vient de nous. Tout vient de nous. Alors donc, je voudrais aussi leur dire que nous les soutenons et nous continuerons à les soutenir jusqu'à ce que nous gagnons ce combat. Merci à tous et bonne année à tous et que l'année 2026, que cette année-là, en tout cas, que les pays africains soient réveillés, ne comptez pas sur l'Union africaine, parce que tous ceux qui sont là-bas sont des gens qui sont déjà corrompus. Donc, la corruption, on va laisser ça de côté, parce que ces corrompus-là, si vous les écoutez, nous n'allons même pas avancer. C'est pour cela que je voudrais vraiment remercier tous les combattants de l'Afrique et qui sont partout dans le monde, et que Dieu seul vous bénisse. Merci beaucoup, une très bonne journée à tous et encore bonne année. Bonne journée à vous également, monsieur Marc. Très bonne année à vous également. Merci infiniment d'avoir appelé ce matin. On va laisser les numéros de téléphone déjà. On pourra prendre d'autres téléspectateurs. On va laisser les numéros de téléphone. Ok. On va laisser les numéros de téléphone avant pour revenir ici sur le plateau, prendre quelques réactions. Je ne sais pas, le standard, il y a un appelant? D'accord, on va d'abord prendre Monsieur Eric. Monsieur Eric, bonjour et bonne année. Ok, bonjour Madame Siké, je vous appelle depuis la diaspora. Je salue Trip A. Le plus important, c'est la santé. Il faudrait qu'on soit bien. Le reste, c'est secondaire. Donc, et je vous félicite beaucoup pour la lutte. J'appelle pour dire le problème. RCDAD, c'est pas un problème seulement des Congolais, c'est un problème du continent africain. Moi, la solution que je donne, tant qu'il n'y ait pas un soulèvement, parce que vous avez parlé de ce thème une fois, et je ne sais même pas si vous avez des outils pour savoir si les dirigeants vous écoutent.
Parce qu'à un moment donné, c'est fatigant. Je ne sais même pas si les dirigeants vous écoutent. Donc, la seule solution, c'est la population qui doit régler ce problème. Parce qu'on ne peut pas... 30 ans de guerre, Madame Siké. 30 ans de guerre. Et qu'on est là, je me demande, c'est quoi notre incapacité, Madame? Après avoir fait toutes les analyses possibles, on signe des accords par-ci, par-là, mais des gens meurent sur le continent. Je dis, mais la seule soulèvement, il faudrait voir que le problème, c'est seulement le Congo. Moi, c'est ce que je peux dire. Et aussi, la réciprocité de l'AES, c'est très bien, mais il faudrait que les autres dirigeants accompagnent. Je ne sais pas pourquoi on est dans une passivité. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants sont dans une passivité. Et l'AES, cette dynamique, elle est déjà là. Et je me demande, je me pose la question, pourquoi les autres États sont passifs? Ils ne peuvent pas accompagner cette dynamique de l'AES. Je voudrais parler de quelque chose, Madame Siké. Je crois que le panafricanisme, on parle de l'unité du continent africain. Mais je me dis, mais cette unité, ça se base seulement sur la couleur de la peau. Mais je dis, mais il faudrait qu'on ait un objectif. Parce que si on va se réunir, sur quelle base? C'est très important. Sur quelle base on va se réunir? Si je dis, ok, je n'aime pas parler de ce pays, bon, moi je suis un Africain, mais j'essaie de prendre cet exemple. On essaie de prendre un Camerounais, un Ivoirien, un Sénégalais, un Béninois, on s'unit. Mais sur quelle base? Il faudrait qu'on ait une base, une fondation. On se base sur quelque chose, la langue. On dit, mais on s'unit pour avoir une langue commune. On s'unit pour avoir une armée, une monnaie. Mais si on n'a pas ces objectifs, quelque chose de commun, je ne sais pas si ce combat va y arriver. Mais moi, mon souhait, parce que plus on est unis, on est fort, mais tant qu'on n'a pas un objectif, on va parler du panafricanisme, c'est bon, on va s'unir, mais sur quelle base? Je veux que le docteur Essou et Trip m'expliquent, on va s'unir sur quelle base? Parce que ça fait des années que votre chaîne parle de cela, mais moi je me dis toujours c'est très important qu'on se focalise. La base, il faut qu'on ait une langue, madame. Il faudrait qu'on ait une langue, sinon on ne peut pas avancer. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et moi, tant que j'aurai le temps, je vais toujours vous appeler pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour le continent. Merci et à plus. Merci à vous également, Monsieur Eric. Merci beaucoup pour cet appel ce matin. Très bonne année à vous. Avant peut-être de conclure sur le thème précisément, peut-être répondre à nos téléspectateurs et justement cette inquiétude, je pourrais peut-être le qualifier ainsi. Sur quelle base est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a justement ses leviers pour parler d'union au regard de tous ces éléments, peut-être pour apporter quelques éléments de réponse à Monsieur Eric ce matin, Monsieur Haïssi? Le principe je veux dire, le rêve, oui. Le principal chantier de nos dévanciers dans le combat, je veux parler des pères fondateurs, oui. De l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine, oui. C'était justement l'unité politique du continent africain. C'est pour cela que l'impérialisme occidental est venu créer le désordre au sein de cette institution. Parce que vous avez entendu parler du camp de Casablanca, de l'autre du camp le bloc de Monrovia. C'est-à-dire, vous aviez des pères fondateurs, parmi lesquels, justement, Hassan II, le roi Hassan II, Kwame Nkrumah, qui a même commis un ouvrage dans ce sens. Oui. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on soit unis, d'une même voix, qu'il n'y ait pas de micro-États en plusieurs blocs, qu'il y ait un continent, il n'y a qu'un continent. Malheureusement, ce projet n'a pas été porté, n'a pas pu arriver à son terme. Il s'est passé ce que l'histoire sait, ce que vous savez. Et les héritiers de ce projet, de cette institution, n'ont pas œuvré davantage à ce qui est l'unité politique de l'Afrique. Oui. Tout à l'heure, je vous parlais du fameux projet d'intangibilité des frontières coloniales. Oui. Voilà un gros problème qui crée des tensions permanentes en Afrique, c'est-à-dire les frontières héritées de l'époque coloniale, qui sont d'ailleurs artificielles, continuent de créer des guerres de territoire,
des conflits armés entre soit interterritoriaux, soit intercommunautaires, avec très souvent la bénédiction et la collaboration des forces extérieures. C'est pour ça que nous n'allons jamais aboutir. Mais c'est notre objectif chaque matin quand nous sommes ici, c'est justement demander l'unité politique, l'unité économique. Il est absolument incompréhensible que le continent africain, qui est un territoire de près de 30 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, ne soit pas capable de s'industrialiser, alors que c'est un espace économique. Les autres viennent faire leur business sur le continent africain, et les Africains, du moins la classe moyenne, continuent d'importer les biens de consommation alors que nous avons tout le potentiel sur le continent africain. C'est un paradoxe. Et c'est fait exprès. Quand vous entendez vous voyez M. Trump venir signer des accords bizarres avec les dirigeants congolais dans le cadre de l'exploitation de son sous-sol, en contrepartie de la stabilité qui est leur. J'ai entendu ce monsieur dire qu'il a réussi à régler le conflit entre le Congo, le M23, l'AFC M23 et le Rwanda. Je ne sais pas si dans leur film, je crois que c'est dans les studios de Hollywood qu'il a réglé ce conflit. Puisqu'il a arrêté sur le terrain, dit autre chose. Nous renvoie d'autres images. Ouais. Mais ce monsieur, il s'est fendu à une déclaration intempestive et j'ai envie de dire mensongère. C'est ça la réalité là. Et la plupart des amis, entre guillemets, du Congo ne jouent pas franchement avec le Congo, je parle de l'Union européenne, qui signent des mémorandums d'entente pour la vente des matières premières congolaises avec le Rwanda, qui n'en a pas. Ça veut dire qu'il y a un gros complot international contre le Congo et plus généralement contre la région des Grands Lacs. Et quand vous déstabilisez le Congo démocratique, vous déstabilisez le Congo-Brazzaville où le Cameroun, soit dit en passant, dispose d'un contingent pour sa propre stabilité. Vous déstabilisez le Tchad parce que ce qui se passe au Soudan a un impact au niveau du Tchad. Et si le Tchad est saturé, ça aura un impact au niveau du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est le pivot. Tout le bazar que vous voyez, les positions biscornues de l'agent de la CIA qu'on a placé du côté du Nigeria, c'est pas compréhensible du tout. En fait, puisque le Cameroun, c'est le pivot qui doit pouvoir stabiliser d'abord l'Afrique centrale et plus généralement l'Afrique, parce que tout partira de l'Afrique, du Cameroun. Tout partira, la libération de l'Afrique doit passer par le Cameroun, ils le savent. C'est pour cela qu'il faut faire le désordre, il faut créer des vainqueurs, imaginaires dans quelques élections, il faut créer Boko Haram à l'extrême nord, il faut créer une sécession du côté nord-ouest et du sud-ouest, dans la frontière avec le Nigeria. Il faut créer le désordre au niveau de l'Est. Ils envisagent encore de créer un désordre, n'est-ce pas, au niveau de la frontière maritime avec la Guinée équatoriale. C'est pour ça également que le Cameroun dispose d'un contingent de ce côté du Bière Delta. Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire très attention. La crise congolaise, pour revenir au thème principal, doit être réglée au Congo et non pas des éléments extérieurs qui sont le problème. Ça fait combien d'années que les Américains exploitent le sous-sol congolais? Les Américains sont depuis longtemps au Congo, au même titre que les Chinois. Mais peut-être même bien avant que les Chinois. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme stabilité? Rien. Mais paradoxalement, les zones dans lesquelles ils exploitent les matières premières sont stables, il n'y a pas des autres de ce côté. Mais c'est là où ils envisagent de faire leur business, où ils créent des tensions, parce que la guerre se nourrit du désordre. Le M23, comment le M23 fait-il pour financer sa guerre? FC M23, comment font-ils pour financer la guerre? À qui vendent-ils toutes les matières premières qui sont exploitées dans les régions qu'ils contrôlent? C'est ça la réalité.
Et ces acheteurs sont autant complices du désordre qui se passe au Congo que les autres acteurs connus, notamment le Rwanda. Vous avez également, je parle du Burundi, je parle de l'Ouganda. L'Ouganda qui joue un rôle pas sérieux. Pas du tout sérieux. Mais pourtant qui se plaint quand même de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Non, ça c'est pour les caméras. C'est pour les caméras de télé, Madame Siké. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez un groupe armé majeur qui part de l'Ouganda pour aller faire ses affaires, pour venir faire ses affaires du côté de la République démocratique du Congo. Lorsque ce groupe armé majeur, je crois que c'est l'armée de libération c'est un truc comme ça. L'armée de libération du Seigneur, un truc comme ça. Lorsque ce groupe armé vient faire ses affaires du côté de la République démocratique du Congo, où se replie-t-il? L'armée des résistants du Seigneur, l'armée des résistants du Seigneur, l'armée des résistants du Seigneur. Cette armée, cette groupe armé-là se replie où? En Ouganda. Mais pourquoi de ce côté-là, on ne pourchasse pas cette armée, ce groupe armé? Un peu comme le Cameroun pourchasse Boko Haram chez nous. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un projet derrière, vous avez des financiers de ces groupes armés. Nous savons quand même, Madame Siké, que le domaine de l'armement est absolument encadré. Oui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas acheter une Kalachnikov sans qu'il soit traçable. Oui. On saura chez qui vous avez acheté votre Kalachnikov. Vous ne pouvez pas acheter une lance-roquette ou bien sans qu'on sache où ça se sans qu'on sache où vous avez acheté votre lance-roquette. Ou bien votre lance-grenade, on saura. J'ai suivi un document, ils sont par là, j'ai suivi un document il y a un peu plus de 2 mois, où un média étranger nous faisait croire que les armes qu'on retrouve entre les mains des groupes terroristes, ou bien des groupes armés, c'est le résultat des pillages des casernes militaires, notamment au Congo, en Somalie, au Soudan, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est ce qu'ils ont dit dans leur rapport, qui a été rendu public par votre média que vous me suivez beaucoup là. Pareil pour l'armement retrouvé entre les mains des terroristes au Sahel, notamment au Mali, c'est le résultat des pillages des casernes militaires au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ce qui est totalement faux. Vous avez les armes de fabrication américaines qui se trouvent entre les mains des terroristes. Vous avez les armes de fabrication françaises qui se trouvent entre les mains des terroristes. Vous avez les armes qui sont envoyées en Ukraine, comment font-elles pour se retrouver sur le continent africain? C'est ça la réalité. Je crois qu'il y a un scandale en ce moment de ce côté-là, ça dit que où sont passées les armes envoyées par l'OTAN à l'Ukraine? Oui. Il y a des enquêtes d'ailleurs là. Bien évidemment. C'est-à-dire que les armes qui sont envoyées par l'OTAN à l'Ukraine se retrouvent en territoire africain. Oui. Alors, c'est passé comment? C'est passé par l'air, je ne sais pas. Ça veut dire que vous avez donc un réseau criminel, pas de trafic, un réseau criminel qui est en train de déporter la guerre en Ukraine sur le territoire africain. Et c'est pour ça qu'il y a la prolifération des armes destinées à l'Ukraine sur le continent africain. Et puisque nous sommes en train de sortir, monsieur Haïssi, peut-être pour revenir sur le thème principal et les réactions après la décision des États de l'AEF, certains pensent que cette mesure prise par les États de l'AES risque de les isoler davantage sur la scène internationale, tandis que d'autres pensent également que cela pourrait plutôt fragiliser leurs économies déjà sous pression. Voilà. Il faut de plus en plus combattre la géopolitique du chantage, Madame Siké. Parce qu'ils sont coutumiers du fait, c'est-à-dire le bloc américano-occidental est coutumier du chantage. Vous avez un dirigeant dont la tête ne plaît pas à l'Élysée, il faut le chantage. Vous avez le contrat d'une multinationale française qui n'est pas reconduit tacitement, et l'Élysée fait le chantage. Vous avez une multinationale américaine qui sous-traite la sécurité dans un territoire tel que la Libye, ou bien on va faire le chantage, soit au niveau de
le FMI, la Banque mondiale, soit on menace, on vous menace des sanctions, c'est du chantage. Et c'est ce qui fait justement que certains dirigeants africains qui sont corrompus très souvent ne prennent pas le courage, la responsabilité d'appliquer le principe de réciprocité. Madame, je vous ai dit tantôt que selon la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, donne cette arme à n'importe quel État. Parce que les relations diplomatiques sont régies par le respect mutuel. Donc, ceux qui pensent que cette posture des pays de l'AES va les isoler davantage, ce sont les mêmes gens qui pensent que ce que nous faisons, c'est de la folie, que nous sommes, n'est-ce pas, des rêveurs, nous sommes des panafricains, pour reprendre leurs termes. Ça veut dire qu'en réalité, il faut subir, il faut se résigner à la dictature géopolitique et stratégique des puissances, entre guillemets, occidentales. Non. À un moment donné, il faut tourner. Si le Burkina Faso n'avait pas menacé la CEDEAO d'intervention militaire, d'accompagner ou de soutenir militairement le Niger dans leur j'ai envie de dire, balade, qui a été annoncée du côté du Niger pour libérer le Sébra Bazoum, la CEDEAO n'aurait jamais reculé. Il a fallu que le capitaine Ibrahim Traoré dise et déclare officiellement que toute intervention militaire au Niger signifierait une agression contre le Burkina Faso. Pour que tout le monde recule. C'est vrai. Et s'il n'avait pas fait, c'est le grand bazar actuellement en ce moment au côté du Niger. Là, il faut que les gens sortent un peu. Le droit international ne s'applique pas seulement à ceux-là qui ont la prétention de régenter le monde. Le droit, ça s'applique à tout le monde, tous les pays membres de l'ONU. Donc, il n'y a pas que d'un côté, vous avez qui ont le droit de tout faire, y compris de tuer, quand ça les arrange, ou quand ça ne les arrange pas, et vous avez de l'autre côté des peuples qui doivent être soumis. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes plus, l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique des années 60, des années 30, 50, non. L'Afrique, actuellement, les peuples africains sont émancipés. Nous avons quelques problèmes avec certains dirigeants qu'on va véritablement balayer dans les années à venir, peut-être 2026, va nous réserver d'autres révolutions qui vont permettre de faire partie certains de ces dirigeants très dociles, alors que l'Afrique n'a plus besoin de ces types de dirigeants. Il va falloir donc, de notre point de vue, nous soutenons la posture des dirigeants de l'AES que nous partageons, et la majorité des Africains pensent qu'il faut absolument les soutenir parce que c'est le laboratoire. C'était ça le projet des pères, n'est-ce pas, les dévanciers dans ce combat. Ceux qui pensent que ça va les isoler davantage, c'est leur point de vue. Mais nous pensons que l'Afrique mérite mieux que la lâcheté, que la couardise, que la résignation. Merci à vous, monsieur Aïssi, docteur Essousset. Voilà votre mot de fin. Déjà, à la suite des téléspectateurs, les différentes interventions et surtout préoccupations, mais pour sortir également peut-être la leçon donnée, je veux pas, sans prétention aucune, par les États de l'AES, alors qu'on souhaiterait, voilà, que les autres dirigeants aussi africains prennent cette posture pour défendre les intérêts de leur population. En fait, moi, ce que je veux dire à cet auditeur qui appelait ce téléspectateur, que les problèmes d'unité sont des problèmes complexes, déjà de par la compréhension. Parce que s'il comprend que l'unité c'est devenu un comme le doigt, c'est pas ça l'unité. Parce que si je veux prendre un exemple, quand on dit l'homme et la femme deviendront un, ils ne deviennent pas un comme le doigt. C'est deux personnes différentes qui ont des idéologies différentes. Juste que l'unité ici est dans le sens qu'ils convergent dans une même vision, n'est-ce pas? Et il y a même des idéologies qui diffèrent. Donc, ceux-là qui nous oppressent aujourd'hui sont un. Ils sont un comment?
Pourtant, ils ont des visions. Jusqu'ils sont sur la question de coloniser l'Afrique, de rendre l'Afrique impuissante et tout, parce que peu importe leur méthode, peu importe leur idéologie, n'est-ce pas, tous gagnent, n'est-ce pas, en rendant l'Afrique telle qu'elle est. Donc, à contrario, nous autres, les Africains, on ne demande pas de quitter et de devenir l'Afrique un seul pays. C'est plus possible aujourd'hui. Ou bien l'Afrique parlait une seule langue, comme il disait la langue. Je suis désolé, dans le temps, on ne parle pas une seule langue. On n'a même pas quasiment une seule monnaie, comme beaucoup le pensent. Il y a ceux qui ont leur monnaie. Vous connaissez un peu l'histoire de la livre et consort. Donc, c'est parce que nous interpellons les politiques africains à converger vers la même direction sur le plan de la vision, qui est de rompre complètement ces relations avec ces gens-là qui sont venus nous opprimer depuis la nuit des temps. C'est ce que nous demandons. C'est-à-dire, l'AES aujourd'hui, qui est une confédération aujourd'hui, attention, c'est des entités différentes qui n'agissent pas toujours de la même façon. Vous avez dans tel sujet, tel se prononce, l'autre ne se prononce pas. C'est vrai. Mais au niveau de la vision, ils ont la même vision, la rupture totale, la vision, et je pense que dans son propos liminaire, le doyen Triple A l'a dit ici, donc la lutte aujourd'hui, c'est la souveraineté totale de l'Afrique. C'est cette vision-là. Nous demandons à toute l'Afrique de s'unifier autour de celle-ci. Et vous verrez que lorsque ces questions sont évoquées, tous cette confédération, ils sont d'accord. Ils adoptent les mêmes postures quand il s'agit, mais quand tu as avec qui collaborer, chacun est libre de collaborer aussi longtemps que celui avec qui je collabore ne pose pas un problème à ma souveraineté. Donc, c'est ce que je voudrais dire à celui qui a posé la question. Maintenant, sur les questions, moi, je suis de ceux qui pensent que les organisations ne nous apportent pas grand-chose à partir du moment où ces organisations ont été mises sur pied. C'est le levier moderne, n'est-ce pas, comment je veux dire, d'appauvrissement de l'Afrique. Ça, il faut le dire. Sinon, donnez-moi un seul exemple où une de ces organisations de Bretton Woods nous a apporté quelque chose. Et nous savons pertinemment que les démembrements de ces organisations, c'est l'Union africaine. C'est la CEDEAO, c'est ceci et comme ça, puisque toutes ces organisations sont des antichambres qui vont prendre essence dans le grand fleuve qu'on appelle le FMI, la Banque mondiale et tout ce qui est les Nations unies. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que à partir du moment où ces organisations ne nous apportent pas grand-chose, je suis de ceux qui ont toujours cru qu'il est temps pour les Africains d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes en tenant compte de leur réalité et de leur environnement, mais tout en se disant une chose. Nous n'allons pas vivre en autarcie de nos jours. Le monde, c'est impossible. Nous allons nous ouvrir. Et en nous ouvrant, nous allons faire avec ceux qui acceptent de partager notre vision, qui acceptent de partager notre idéologie, qui nous considèrent. Parce que ceux qui nous respectent, et c'est ça les relations internationales, c'est basé sur des relations purement du respect. À partir du moment où le respect est floué, nous sommes d'accord qu'on applique donc le principe de la réciprocité et qu'on l'applique même d'une manière, de la façon la plus brutale qui puisse être, parce que quand eux, ils veulent appliquer leur brutalité, déjà qu'il faut partir sur le principe de ce que ces gars ne savent pas que jamais, ils ne savent pas que nous sommes des humains. Ils ne nous ont jamais considérés. Je l'ai toujours dit. Pour eux, là, nous sommes des homonidés. Donc, nous sommes encore en train de partir de la phase et nous ne sommes même pas encore à 50% dans leur téléchargement. Donc, ça veut dire que nous sommes peut-être encore à 30% en train d'être transformés d'animal à homme. Alors, à partir du moment où il y a déjà ces considérations, ce qui peut justifier les réactions du président Trump et tous ses valets, à partir du moment où il y a déjà des réactions comme celle-là, des considérations comme celle-là, aujourd'hui, nous avons mieux avec qui traiter. Nous avons les BRICS aujourd'hui qui nous ouvrent les portes et qui traitent vraiment franchement et en nous considérant, en nous respectant. Nous avons la Russie, nous avons le Brésil, nous avons l'Inde aujourd'hui. Nous n'avons plus à foutre déjà, moi je ne sais pas pourquoi de bon peut venir de ces gens-là. Quand, à partir du moment où fondamentalement, je l'ai toujours dit, la vision
pour ces gens-là de la politique africaine est la même dans leur cerveau et il ne changera rien. Pour eux, l'Afrique n'a pas de personnes, c'est des animaux, c'est une forêt que nous allons exploiter et ce jeu se passe avec ces endocolons, c'est-à-dire nos propres. Et c'est des gens qui ont la peau noire, mais à l'intérieur, ils n'ont plus rien. Et ça passe par quoi? La première des ruptures, c'est avec l'école coloniale. Parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui ont épousé ce système éducatif colonial, ils sont allés, ils ont fréquenté. Nous autres, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe, que ce soit dans des organisations de recherche, n'est-ce pas, que ce soit l'école proprement dit sur le plan fondamental, nous savons ce qui se passe. Vous n'avez pas accès, nous y sommes allés, vous n'avez pas accès. Et quand vous avez accès, c'est parce que vous avez accepté, signé certains engagements. Lorsque vous sortez de là, vous êtes au service. Que vous rentrez sur votre territoire, que vous restez chez eux, vous êtes à leur service. Donc, à partir du moment, parce que regardez ce que je l'ai toujours dit au niveau de l'AES, ces gars qui ont pris le pouvoir n'ont rien à voir avec l'école occidentale. C'est des gars qui ont fait leur banc sur place, leur classe militaire sur place et en Afrique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous vanter de ce qu'il a obtenu ceci, ici, et voilà, c'est notre relais. Non, il faut partir de là. Ils n'ont pas de bien à l'extérieur. À partir de ce moment même, il n'y a même pas de bien à l'extérieur parce que vous êtes conscient de ce que les défis sont tels qu'on peut vous attaquer même à partir de vos biens à l'extérieur. Donc, c'est une rupture et c'est un véritable modèle. Comme vous voyez aujourd'hui, le Mali, c'est dire rupture avec le système éducatif. Nous n'allons plus enseigner tel jeu, nous n'allons plus enseigner parce que même quand un enfant est ici et que vous passez le temps à lui enseigner, en réalité, dans son environnement interne, il est déjà là-bas. Donc, moi, je dis, il faut repenser ces choses-là. Nous avons tout en Afrique. Et vous avez vu la sortie du président Sarkozy dernièrement en parlant de la démographie qui vous dit qu'un pays comme le Congo, comme le Nigeria, dans 30 ans, sera plus peuplé que toute l'Europe entière, sera plus peuplé que tous les États-Unis. Et c'est vrai, quand on fait des projections, quand vous prenez les institutions, là, le PNUD, quand vous voyez leurs projections, c'est une réalité aujourd'hui. Alors, ils nous ont longtemps dit que nous ne sommes pas grands, pourtant, nous sommes 2 fois l'Europe, 3 fois même l'Europe. Nous avons la ressource humaine, nous avons le sous-sol. Qu'est-ce qu'il nous faut? Et ils n'ont même pas eu tous ces éléments, ils se sont développés, n'est-ce pas, sous notre dos, sous, n'est-ce pas, le prisme de la méchanceté et de la tromperie. Nous ne sommes pas comme ça dans notre ADN. Dans notre éducation, nous, l'Africain n'est pas méchant. Vous savez que toutes les valeurs sociales qui existent aujourd'hui, le creuset de ces valeurs-là, c'est l'Afrique. Alors, nous pouvons nous développer, mais pour nous développer, nous avons besoin de dire non, n'est-ce pas, à ces gens-là. Non à l'impérialisme occidental. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie consacrée au débat avec nos invités. Le docteur Essoussé est avec nous, bien sûr, monsieur Haïssi également. Merci infiniment à vous, cher monsieur, d'avoir partagé ce plateau avec nous ce matin. Merci. Voilà, on va donc poursuivre avec la prochaine rubrique, c'est la revue, bien sûr, des grandes unes avec Pharaon en Thérésis. Voilà donc la revue des grandes unes de ce matin, ce vendredi 2 janvier 2026. Bonne année, Pharaon en Thérésis. Bonne année, Sikadoumbe, et tous mes vœux les meilleurs. Bonjour à tous et tous mes vœux les meilleurs à vous également, ainsi qu'aux hommes de l'ombre, ceux qui sont derrière les machines. Alors, les grandes unes de ce matin. Eh bien, les voici. On met le cap donc sur Vanguard News, qui est un quotidien nigérian qui aura titré 2026, Atiku, Obi, Khan, PDP, ACF, MBF tracent la voie à suivre pour le Nigeria. Pour que l'année 2026 soit plus significative pour les Nigérians, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, le candidat à la présidentielle de 2023 du Parti travailliste LP, Mr Peter Obi, le forum consultatif Arewa,
l'Association chrétienne du Nigeria, le Forum de la Ceinture centrale et le Parti démocratique populaire ont exhorcé les gouvernements à assurer une bonne gouvernance. Et puis on met le cap sur le Mali Manu Militari avec Bamada, discours à la nation 31 décembre 2025, discours à la nation de son excellence le général d'armée Assimi Goïta à l'occasion du nouvel an 2026. Et puis on ne va pas aller loin, on va faire un petit détour par le Burkina Faso pour regardez donc la promesse faite du capitaine Ibrahim Traoré et de dire donc, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de dire le terrorisme sera du passé. Nouvel an 2026, les vœux des autorités administratives, coutumières et religieuses. Non-respect du poids du pain, des boulangeries épinglées à Ouagadougou. Dédougou, le premier ministre au chevet des blessés en opération. Et puis on continue avec Al-Huida pour 3-1. La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l'est du pays. Et puis on enchaîne avec les trois autres fenêtres de Al-Huida. Burkina, développement, un nouveau référentiel pour les 5 prochaines années. Le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé ce mercredi 31 décembre 2025 à Ouagadougou la session du Parlement. Union des Comores, 50 ans d'amitié avec la République populaire de Chine. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1975, les Comores et la Chine ont tissé un partenariat solide. L'OCI réitère son soutien à la légitimité yéménite et à la sécurité et à la stabilité de la région. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hissène Ibrahim Taha, a réaffirmé leur position constante. Et puis, qu'en est-il donc de l'observateur de la Teranga? On est au Sénégal. Bonjour à vous et Dieu le Jeff de nous accueillir chez vous. Message à la nation est sorti du PM. Diomaye Sonko, nouvel antagonisme. Eh bien, bon, enfin, oui, nouvel antagonisme, c'est un jeu de mots. Le président, la haute charge que vous m'avez confiée me prescrit une hauteur d'esprit que j'entends garder en toutes circonstances. Et son coup de dire le poste de Premier ministre ne brille pas ma liberté. La sortie du PM hier, premier jour de l'an 2026, le lendemain du message à la nation du président Diomaye, est perçu par Dr Malaw Kanté, analyste politique, comme une cacophonie au sommet de l'État qui écorne l'image du pays et la réputation du régime. Réforme du code électoral, des politiques alertent sur les manœuvres pour valider la candidature de Sonko en 2029. Transport aérien, 16 milliards de francs CFA en location d'avions et 26 milliards de revenus générés. On part donc là du bilan chiffré d'Air Sénégal. Équipe nationale, Sabali, la victime collatérale des performances de Ibrahim Mbaya à droite. Et puis on continue avec les échos du Sénégal qui parlent donc des 8e de finale de la CAN 2025. Les favoris passent, ce sera grand contre petit. Les Lions héritent du Soudan samedi, les grandes batailles décalées pour les quarts de finale. Diomaye prend l'unité et la paix le 31 décembre. Sonko prend son contre-pied le lendemain. Certains estiment que même ceux qui sont épinglés par des rapports ne doivent pas être inquiétés. Être Premier ministre ne m'empêchera pas de dire mes vérités. Et puis on continue donc avec la Nouvelle Tribune. On aura mis le cap sur le Bénin. Afrique, la Chine reçoit un soutien dans la crise de Taïwan. Au Sénégal, il a été confirmé que les autorités voyaient en Taïwan une partie indéfectible de la Chine. Et on continue avec les 3 unes de Spoutnik. Les 3 grandes unes de Spoutnik. La CPI est au bord de l'effondrement selon un expert juridique égyptien. L'Occident persiste dans sa politique de silence complice face au crime ukrainien. Selon Moscou, un nouveau gouvernement a été formé au Gabon. Voilà donc pour ce qui était des 3 unes de Spoutnik. Et on met le cap sur la nation. Un petit retour donc par le Bénin. Bilan de premier tour des guépards du Bénin, des avancées encourageantes. Regard sur le parcours de l'équipe nationale. Message des partis PCBE, UPR, Noël, Bénin, LDBR. Et qu'en est-il donc de Jeune Afrique pour ses fenêtres, pour ses unes? On commence avec la première au Mali. Oh non, je pense que là nous sommes déjà certainement. Bon, ok, on va le faire. Au Mali, Assimi Goïta et les fossoyeurs de la démocratie. Et puis un petit cap sur le Cameroun quand même. L'or disparu du Cameroun, ce que l'on sait d'un potentiel scandale
politique. Et alors, la suite pour terminer, est-ce que ce sera Jeune Afrique? Est-ce que ce sera le Monde Afrique? Oh, voilà, ok, on va donc terminer avec le Monde Afrique. Les Égyptiens, première nationalité africaine à rejoindre l'Europe par les routes migratoires. Et puis, en Guinée, le putschiste Mamadi Doumbouya, élu président après avoir éliminé ses rivaux. Et bien voilà, nous allons donc aborder la partie consacrée au décryptage. Oui. Et nous allons du côté de l'Égypte, première nation sur les routes migratoires. Oui. C'est avec le Monde Afrique. Il paraît donc, Sikadoumbe, que 16 000 passages venus des Égyptiens, les passages irréguliers de ressortissants égyptiens au 30 novembre dernier, partant des côtes libyennes pour atteindre la majorité l'Italie, mais aussi la Grèce. Alors, vous êtes sans ignorer que depuis un moment, quand même, on recense des brassages, des départs massifs, que ce soit du Cameroun, du Niger et même du Maroc. Et aujourd'hui, donc, c'est l'Égypte qui est sur la sellette. Oui. C'est donc l'Égypte aujourd'hui qui est en orbite parce qu'on recense quand même plusieurs brassages de ce côté-là. Mais bon, c'est quand même étonnant parce qu'on ne pouvait pas imaginer que les Égyptiens pouvaient également migrer vers l'Europe. On sait que bon, en Égypte, quand même, on a les pyramides, on a les sphinx, on a les temples d'Abou Simbel, on a la vallée des rois, on a les tombes des anciens. L'Égypte est suffisamment riche pour n'avoir pas besoin de migrer vers l'Europe. Bon, ça c'était mon sentiment personnel. Nous allons poursuivre avec l'actualité au Burkina Faso. Oui. Cette déclaration du président Ibrahim Traoré, oui. Le terrorisme sera du passé. Une déclaration forte qui aura marqué les esprits au lendemain du 31 décembre. Hein, parce qu'il faut savoir que ces zones-là sont tellement, comment dire ça, sont enclavées, bon pas enclavées que les routes ne sont pas bonnes, mais je veux dire que ce sont des zones qui sont effectivement attaquées sur plusieurs fronts par les terroristes, les djihadistes et tout ça. Donc on parle du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mais le président du Faso affirme que dorénavant le terrorisme sera du passé parce qu'il y en a marre quand même. Il était temps quand même que cette zone-là puisse respirer et que les forces impérialistes étant boutées hors de ces territoires-là, et bien que la sécurité soit assurée de manière maximale. Voilà, on peut faire confiance bien sûr au président Ibrahim Traoré. De toutes les façons, on a vu déjà, il y a des victoires qui sont enregistrées pratiquement quotidiennement, voilà, non seulement par ces États pris individuellement ou encore au sein même de la Confédération contre les groupes terroristes. Voilà. Merci à vous, Pharaon Thérésis, d'avoir partagé ces informations avec nous ce matin. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous sur For You Matin. C'est la fin de cette autre édition. C'était la première pour cette année 2026. Une fois de plus, très bonne et heureuse année 2026.